maintenant la parole à Natacha et je reviendrai vous dire au revoir à la fin de cette rencontre. Alors, bon après-midi, quel courage d'être là avec nous. Alors, on est réunis pour parler des conversations donc, photographiques qu'Olympus a mis en place depuis 3 ans et dont on peut voir le résultat accroché au couvent Saint-Césaire. J'ai donc autour de moi Dorothée Smith, Denis Darzac, Paolo Woods qui aurait dû être là mais qui n'est pas là. Et puis les jeunes photographes avec qui ils ont fait équipe, Rebecca Tobakian, Sven Renaud et Elsa Lédier. Je vais quand même brièvement vous rappeler les modalités de ces conversations photographiques. Il y a un appel à candidature qui est lancé en début d'année auprès des élèves de 3e année de l'école de photographie d'Arles. Les étudiants doivent constituer un dossier de candidature avec un portfolio et ils doivent proposer le nom d'un photographe référent avec lequel ils souhaitent entrer en dialogue. Et ensuite, il y a des entretiens qui sont réalisés avec chacun des postulants et au terme de ces entretiens, Didier Quillin, PDG d'Olympus, Rémi Fanzi, le directeur de l'école d'Arles, et Fanny Dupéché, qui supervise chaque année tout le processus. Voilà, ces 3 choisissent les 3 étudiants qui vont finalement participer à l'aventure. Donc, j'ai donc 3 binômes, ou presque. Elsa, on va essayer de vous épauler dans cette dure tâche. Merci, oui. Et Paolo sera là dans 30 minutes. Sauvez Elsa, on va démarrer avec les 2 autres binômes. Et peut-être on va commencer avec Denis Darzac et Sven, Sven Renaud. Vous voulez vous lancer Sven, peut-être vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi Denis, ce qui vous intéresse dans son œuvre, ce qui a fait que vous avez donné son nom. Et on verra après pourquoi il a accepté. Mais déjà, vous, qu'est-ce qui vous intéressait ? Moi, c'est... Alors, il faut bien parler devant le micro, sinon on ne vous entendra pas. Moi, c'est le photographe Enfin, je ne connaissais pas trop la photographie avant, et c'est le photographe qui m'a donné envie un peu de faire de la photographie quand j'étais en art graphique. Il faut monter un peu, peut-être qu'il faut vous monter un petit peu le... Voilà, c'est ça. Ouais. C'est le photographe qui m'a donné envie de faire de la photographie il y a plus de 5-6 ans. Mais à travers quelle série alors ? C'était plus La Chute et les séries qu'il avait faites il y a plus longtemps, du coup. Oui. Ouais. Je prends la parole une seconde. Un jour, il y a 5-6 ans de ça, je reçois un coup de téléphone et je dis voilà, je m'appelle Swen, je suis à Paris, j'aime vachement ce que vous faites, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Alors, on boit un café, parce que moi je dis toujours oui aux gens qui sont curieux, qui ont envie de rencontrer les autres. Et quelle n'est pas ma surprise quand Fanny et Didier d'Olympus me disent dis donc, voilà, on l'a choisi dans les photographes de l'école d'Arles, Sven, qui 5 ans plus tard se retrouvait être en dernière année. De l'école et c'était une belle, très bonne nouvelle. Voilà. Bon. Merci. Alors, vous avez fait un dialogue tous les 2. Ça a été tout au long de l'année que ça s'est passé ou comment vous avez... Vous êtes parti de 2 séries très précises, voilà, déjà. Recomposition 1 et Recomposition 2. Oui, alors peut-être que Denis peut nous dire ce que c'est que ces 2 séries. Alors, en fait, la première chose qu'on a fait, c'est regarder nos travaux du moment. Qu'est-ce qu'on était en train de faire ? Et j'ai pensé que Recomposition 1 et Recomposition 2, qui sont un des travaux faits avec des éléments issus de la grande consommation, des objets qui sont sans qualité, donc des chaises Ikea, même des cartons d'emballage d'Ikea, des morceaux de carton. Et tout d'un coup, dans le travail de Sven, il y avait cette même préoccupation sur des objets sans qualité, des morceaux de tissu qui servent à emballer pendant les déménagements, des bouts de dalles de moquette achetés à 1 €. Enfin, tout d'un coup, il y avait un vocabulaire formel qui était assez cohérent et répondait à finalement assez bien. Alors, les recompositions, ce sont des photographies faites avec des personnages qui se protègent et se parent de boîtes de carton Ikea qu'on trouve dans le monde entier. Et ensuite, Recomposition 2, ce sont des recompositions des chaises Ikea sans passer par la construction de la chaise. Ce sont des éléments de design que j'utilise tel quel. C'est-à-dire que
l'assise d'une chaise est un très joli rond en plastique. Pareil pour le dossier de la chaise. Et je les laisse telles quelles, je les photographie telles quelles. Et ça devient une réflexion sur le design, sur aussi un peu le ready-made et plus largement sur ces objets qui sont assez parfaits. Voilà. Oui. Ça devient même aussi un questionnement sur comment on traduit de la 3D en 2D, et comment des objets qui sont en volume, il va falloir les mettre sur une surface photographique, mais quand même redonner l'idée de volume. Oui, alors c'est une grande préoccupation dans mon travail, c'est la sculpture, c'est vrai. Et tout d'un coup, quand je voyais le travail de Sven qui était sur des informations minces, enfin on peut dire ça, même des objets sans qualité. Voilà, quelque chose qui mais Sven, vous n'étiez pas dans l'idée de déconstruire pour reconstruire. Hein. Vous êtes dans un versant un peu plus surréaliste ou un peu plus poétique. Hein. Oui, moi j'ai vraiment utilisé les choses que je pouvais trouver. À la base, quand je faisais mes photos avant de commencer cette conversation, c'était plutôt des objets trouvés que je prenais en photo, qui soient absurdes, poétiques et que je trouvais intéressants. Alors vous les trouvez où, ces objets ? Dans la rue, au gré de marche et de... Donc vous êtes un grand marcheur ? Pour les faire des images, oui. Ouais. Mais... Oui. Et que moi, alors, qu'est-ce que ça peut être, ces objets ? Décrivez-les peut-être pour ceux qui sont... Ça peut être des chaises renversées avec des effets de matière, parce que j'essaie de travailler du moins beaucoup avec la matière qui aux alentours, faire fondre les objets dans les... C'est souvent des choses que je trouve. Et récemment, donc, pour cette série-là, je me suis amusé du coup avec les discussions qu'on a eues par rapport à... Voilà, quand lui recomposait des objets avec ces objets, avec ces matériaux pauvres, je me suis permis de faire évoluer peut-être mon travail aussi en moi-même intervenant dans les prises de vue, mais en restant dans quelque chose qui pouvait sembler pour certaines de l'ordre du possible, des cailloux dans un carton, des bouts de polystyrène sur du goudron. Voilà. Oui, et surtout, du coup, vous désorientez beaucoup les gens qui regardent vos images, parce parfois on a l'impression que les objets flottent alors qu'ils sont posés au sol. Ils sont posés au sol à chaque fois. Parfois on a l'impression que c'est en profondeur alors que c'est en surface. Donc il y a tout un travail finalement de brouillage de pistes aussi dans vos images un petit peu. Hein. Déjà de base, les images, quand je les ai regardées, certaines, dont plutôt les recompositions d'eux, brouillent aussi un peu les pistes des dimensions. Donc c'est aussi la piste qui m'a mené à travailler aussi un peu comme ça. Oui, je pense que ce que j'aime bien dans cette conversation avec Sven, c'est que la mission d'informer, qui est souvent qui est souvent donnée à la photographie, est là totalement abandonné. Il n'y a pas d'information, on n'apprend rien sur rien. Et en même temps, il y a, je crois, un espace poétique qui s'ouvre entre ces deux formes de regard sur notre quotidien. Voilà. Sven, vous aviez fait une autre série auparavant qui s'appelait Killing Becher. Oui. Oui, vous pouvez nous en parler de cette série-là ? C'est un autre pan de ma réflexion sur plutôt l'histoire. Parlez bien dans le micro. Oui. Pardon. Un autre pan de ma réflexion, mais qui est moins photographique, mais qui est plus récupérer les images et jouer des codes un peu de l'histoire de l'art, qui sont aussi une source qui m'inspire beaucoup. Voilà, comment jouer de l'image d'un travail, l'image d'une œuvre d'art, l'image des médias, c'est aussi quelque chose qui m'inspire au quotidien, au-delà des choses quotidiennes qui m'inspirent aussi. Et donc décrivez là aussi ce que vous avez fait avec cette série, donc, parce que pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est donc des châteaux d'eau qui ont été récupérés sur Internet, qui sont détruits. Donc c'est des images de châteaux d'eau détruits que j'ai donc glané au gré de recherches, non pas dans mon van autour du monde, mais derrière mon ordinateur, à fouiller dans tous les serveurs du web, dans tout plein de pays, pour trouver des images donc, de châteaux d'eau détruits. J'en ai fait une sélection donc, de 9 images que j'ai présentées encore une fois pour brouiller les pistes de la même manière que les Becher l'ont fait pendant toute leur carrière. Donc cadre blanc, espacement similaire, format... Voilà, pour jouer un peu encore de l'ambiguïté et on ne sait pas trop. Au premier abord, on peut croire que, mais non, en fait,
essayer de jouer un peu avec l'humour noir et aussi beaucoup d'admiration en même temps. Alors l'humour, c'est justement le mot qui vient, parce que finalement ça n'arrive pas si souvent, hein, les photographes qui essaient d'avoir un peu d'humour par rapport à l'histoire de la photo, ou même effectivement par rapport aux matériaux qui nous environnent, même si effectivement votre tradition elle peut peut-être être une tradition surréaliste, hein. Finalement vous détournez des objets du quotidien, et il y a aussi une forme de blague potage qu'il y avait chez les surréalistes, qui était regarder le banal autrement, quoi. Attention, quand vous vous baladez, le merveilleux peut être partout, l'insolite peut être partout. Exactement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Denis, vous jouez ici le rôle de l'aîné. Est-ce que dans votre carrière, il y a eu des aînés pour vous, des gens qui vous ont guidé? Oui, je peux parler de Georges Tony Stoll, qui a pour moi été quelqu'un qui m'a beaucoup ouvert l'esprit sur la construction des images. Mais que vous avez fréquenté, ou simplement en voyant ces images, ou parce que vous l'avez... Non, on était amis en fait tout d'un coup, et j'ai vu son travail photographique émerger alors qu'il était peintre, et j'ai vu son travail sortir qui était absolument extraordinaire. Après oui, il y a pas mal de rencontres comme ça qui vous permettent d'avancer. Parce que vous n'avez pas fait d'école de photographie, vous? Comment? Vous n'êtes pas de la génération qui fait des écoles de photographie? Non, j'étais aux arts décoratifs. J'ai fait la vidéo aux arts décoratifs à Paris. Là, il y avait pas mal d'émulation effectivement avec les autres élèves. Dans la même année, il y avait tout de même Kloski, Pierre Huyghe, Xavier Veillant, Agnès Tornauer. Dans cette même année aux Arts Déco? Oui. Ah oui, quand même. Pierre Huyghe, je l'ai déjà dit. Enfin voilà, c'était complètement assez incroyable. Et Nina Childress aussi. Voilà, c'est une année qui était assez riche de rencontres. Ensuite, ce sont des personnes qu'on croise, comme Christian Cojol, quand j'ai intégré l'agence Vue et la galerie Vue. Christian qui a une réflexion sur l'image qui m'a vraiment plu. Voilà, après, je pourrais développer plus longtemps, mais alors, de façon générale, je sais par exemple que vous faites un workshop là, cet été, hein, vous allez le commencer, je crois. Non, cet été, non. Malheureusement, ça ne va pas avoir lieu. Vous en avez fait un, peut-être. Je sais que vous en faites régulièrement. Oui. Est-ce que la question de la transmission de votre savoir, d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose que vous aimez bien faire? Moi, je trouve ça formidable. C'est vrai qu'à mon âge, je crois que ce qu'on a pu apprendre, on aime le redonner, le discuter. Enfin, je crois que c'est très conventionnel. Je pense qu'à un moment donné... Non, il y a beaucoup de photographes. Moi, j'aime beaucoup ça. D'entretenir le contact. J'étais à Hambourg avec l'école de jeunes Allemands, à Rotterdam dernièrement au musée de la photo, et effectivement les échanges sur la réflexion de l'image me paraît, moi ça me passionne. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de photographes qui sont aussi enseignants. Je crois que Dorothée, vous êtes enseignante, Dorothée? Il me semble, même à votre jeune âge. Disons que j'ai expérimenté ça cette année aux Beaux-Arts de Biarritz, où Denis est enseignant également. Donc, on va dire que je débute tout juste. Oui, et alors ça fait quoi d'être de l'autre côté de la table, d'une certaine façon? Ça fait très bizarre. Non, enfin moi je suis pas sûre que dans mon cas on puisse déjà parler comme Denis, de transmission. Il s'agit plutôt pour l'instant de discuter, de rencontrer des gens, de rencontrer des gens dont le travail est en train de se construire, ce qui est aussi le cas du mien, mais de peut-être en discutant, en partageant des références, en partageant aussi, parce que peut-être que l'écart d'âge est un petit peu moins grand, donc des intérêts communs, des points de vue communs. Peut-être qu'il s'agit plus d'avancer ensemble pour l'instant que de transmettre vraiment. Alors, votre aventure à deux, là, toutes les deux, Rebecca, pourquoi vous avez choisi Dorothée? Vous n'avez pas été à l'école à la même période, hein? Non. Mais j'imagine qu'on parle beaucoup de Dorothée à l'école. Oui, c'est un bon exemple de réussite. De réussite, oui. Je connaissais son travail et je pensais qu'on avait des points communs, pas forcément visuellement, mais dans les thématiques sur lesquelles on travaille. C'est-à-dire les thématiques de la jeunesse, l'identité, le fait de chercher des expérimentations techniques pour arriver à nos fins et pas seulement utiliser l'appareil photo tel qu'il est de base, ce genre de choses.
Et au début de l'année, quand vous avez démarré le projet, vous aviez une idée précise déjà de ce que vous vouliez faire ou ça a maturé au fil de l'année? Ça a maturé. En fait, je savais déjà que j'avais envie de travailler avec de l'infrarouge. Non pas comme Dorothée de manière thermique, mais juste avec le spectre infrarouge. Alors c'est quoi la différence? Expliquez-moi. C'est le même appareil, mais c'est utilisé différemment ou c'est oui, pas le même appareil? En tout cas, on n'utilise pas les mêmes longueurs d'onde. Voilà. Oui. Elle, c'est plus thermique, donc c'est des longueurs d'onde encore plus loin dans l'infrarouge. Moi, c'est juste après le spectre visible. Mm-hmm. Donc, et pourquoi vous aviez envie d'utiliser cet appareil-là? Pour pouvoir faire des photos dans le noir. Ouais. Donc j'avais déjà expérimenté avant de faire des photos avec un flash très puissant dans des foules pour pouvoir isoler des visages et en fait surprendre des gens. Comment dire, sans qu'ils voient que je les prends en photo, qu'ils ne se mettent pas en scène, etc. Le problème avec le flash, c'est que les gens me remarquent vite et donc commencent à se mettre en scène, etc. Et avec l'infrarouge, ça permet d'arriver dans le noir sans être vu et de voir des choses qui sont invisibles pour tous. Donc j'utilisais un panneau à LED infrarouge, donc ça illumine l'image pour l'appareil, mais personne ne le voit en fait. Parce que le principe donc, de votre travail, là en l'occurrence, c'est vous allez dans des concerts et vous immergez dans la foule et vous faites, dans cette foule-là, vous isolez des visages. Voilà, c'est ça. C'était ça le principe. Alors ça veut dire quoi, isoler des gens dans la foule? Ça veut dire qu'on soit seul ou qu'on soit au milieu de 15 000 personnes, de toute façon, on est voué à la solitude. C'est peut-être plus ou moins ça, mais c'est peut-être encore plus dans la foule. Je pense que voilà, dans les concerts, les fêtes, la nuit, comme on est parmi beaucoup de gens, et en plus qu'on est dans le noir, on croit que personne ne nous voit. Et c'est cet état-là qui m'intéresse en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a des expressions assez extraordinaires. Il y a une intensité finalement dramatique qu'on n'imaginerait pas dans des lieux finalement qui sont des lieux festifs. Et c'est vrai que quand on isole les visages comme ça, tout à coup, il y a presque des visages à la Rembrandt qui sortent avec des expressions qui peuvent être parfois extatiques, mais parfois aussi presque désespérées, alors qu'on est simplement dans un cadre festif. Vous avez fait beaucoup de concerts, du coup? Vous sortez beaucoup la nuit? C'est un bon prétexte? Ça a été un assez bon prétexte et un peu fatigant. Parce que, en effet, je suis allée à beaucoup de concerts ou beaucoup de fêtes pour faire ces photos. Parce que j'avais pas toujours les images que je voulais. Donc, Parce qu'il y a beaucoup de déchets? Comment ça se passe? On fait beaucoup de photos dans ces cas-là? Et puis, c'est l'editing qui... Oui, parce que je suis allée je sais pas, à des concerts ou des soirées en espérant faire des photos et puis les gens ne dansent pas trop ou justement il fait pas assez noir, ce genre de choses. Donc j'ai attendu vraiment un moment où les gens dansaient et s'oubliaient. Ah, c'était important pour vous qu'il y ait aussi ça. Oui. D'accord. Et Dorothée, alors vous avez décidé du coup de présenter un travail inédit. Depuis plusieurs années que Olympus fait ses conversations entre photographes. Comme toujours, vous vous distinguez. Et donc, plutôt que de présenter un travail que vous aviez déjà fait, vous avez fait un nouveau travail qui s'appelle Traum. On a la primeur des images, en fait, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'était pour faire un petit piège à Rebecca, parce qu'en fait, les étudiants choisissaient de travailler avec un des artistes proposés par Olympus, sur foi de leur travail antérieur. Et quand j'ai rencontré Rebecca la première fois, je lui ai dit tout de suite, tu peux oublier tout ce que tu as vu, on va faire un truc nouveau. Et ça tombait assez bien, parce que ça, c'était vraiment un hasard. Le fait qu'on souhaite travailler, comme elle l'expliquait, sur des longueurs d'onde qui sont plutôt dans le registre de l'invisible. Donc effectivement, du coup, c'est un nouveau travail qui est très récent, qui date d'il y a quelques semaines en fait, et qui fait partie d'un projet un peu plus large qui s'appelle Traum. Et qui Alors, dites-moi, Traum, vous dites ? Ouais, je dis Traum parce que je le prononce en allemand, ça signifie rêver. Rêver, d'accord. Et ça partage... T-R-A-U-M, pour ceux qui... ne serais pas encore allé voir l'exposition. Voilà. Et ça partage la même étymologie que trauma, en fait. Donc voilà, tout part d'une fiction, et c'est la première fois que je fais un travail photographique qui part d'une fiction et qui part plus du réel comme avant. Alors racontez-nous, parce que c'est une histoire assez incroyable que vous avez montée à partir d'une lecture d'une philosophe qui s'appelle Catherine Malabou. Voilà, entre autres. En fait, que je me suis dépêchée de lire, du coup. C'est vrai. Mais oui, bien sûr. Waouh.
En fait, c'est un travail qui part effectivement d'une fiction, qui est un peu le point de départ, et que vous avez un peu, que vous découvrez parce que vous êtes là, mais qui n'est pas expliqué dans l'exposition. Dans l'exposition, je voulais que les photos parlent d'elles-mêmes et que chacun puisse y projeter ce qu'il y souhaite, comme je pense que doit fonctionner la photographie. Nous, on n'a pas fait de cartel, en fait. La fiction dont parle le projet Traum, c'est l'histoire d'un jeune technicien de centre spatial qui rêve d'être cosmonaute, mais qui a des troubles du sommeil très puissants et qui viennent même contaminer son éveil, des syncopes, des chutes, des rêves éveillés, des choses comme ça, et qui s'est lié d'amitié avec un cosmonaute un peu star, comme un peu Gagarine à son époque, qui s'appelle Vlad. Et lors du lancement particulièrement critique d'une navette habitée par Vlad, un Soyouz, un vaisseau avec un seul habitant, Yevgeny tombe dans les pommes, tombe en syncope, la mise en orbite échoue et son ami explose dans l'espace. Et jusqu'à présent, dans mon travail, il était toujours question de travailler sur différents états du corps, des passages du corps d'un état à un autre, d'un genre à un autre, d'un âge à un autre. Et là, c'est la même chose, mais du côté de la fiction, et avec un paramètre supplémentaire qui est celui de la mort, de l'explosion du corps, etc. Et le travail, le Traum va essayer d'explorer en fait ces différentes mutations. La mutation, d'abord la dissolution du corps dans l'espace. Il y a des cigales amplifiées. Je continue quand même. La dissolution du corps dans l'espace. Donc si dans l'exposition, il y a un corps comme ça qui a l'air d'être en train de composer une constellation, en fait, comme les héros grecs qui, comme Orion par exemple, mourant, laissent derrière eux une constellation. Il y a aussi un travail sur la fusion du corps et de la machine. Donc toutes les images ont été tirées directement sur du métal. Et c'est des images qui donnent une impression de chair assez présente, en fait, comme s'il y avait un miroir. Et le fait qu'elles soient tirées directement sur du métal parle un petit peu de cette fusion-là, chair, carlingue, en fait. Et enfin, la dernière mutation qui est à l'œuvre dans ce travail, c'est celle du personnage de l'endormi, du rêveur qui devient en même temps un meurtrier à cause de ses rêves et qui va s'enfoncer de plus en plus profondément dans des rêves, imbriqués dans des rêves, imbriqués dans des rêves, jusqu'à se dissoudre complètement dans ces rêves-là. Et donc, c'est là qu'on retrouve un petit peu visuellement en tout cas des affinités avec Rebecca, c'est que pour montrer cette dissolution du corps dans une autre dimension du réel, j'utilise une caméra thermique qui permet d'accéder non aux images des corps directement, mais à la chaleur du corps. Et ce qu'expliquait Rebecca, c'est qu'en fait, dans le spectre du visible, il y a différentes zones. Une zone très lointaine de nous étant ce qu'on appelle l'image thermique et qui correspond en fait à la chaleur. Ce qu'on perçoit comme chaleur est en réalité de la lumière que nous, on ne voit pas, mais que cette caméra permet de restituer. Donc en fait, c'est plus que la lumière, l'énergie émise par le corps en fait, qui laisse une trace à l'image. Et c'est vrai que du coup, ça produit des images qui sont assez spectrales, on va dire ça comme ça. Et ça produit un ensemble, un corpus d'images dont effectivement on ne sait pas très bien dans quel univers ni temporel ni géographique on est. D'ailleurs, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de décor, il y a d'une certaine façon un cosmos. On est dans un univers cosmique et dans cet univers cosmique s'exprime effectivement des corps. On ne sait même pas si c'est même plus des personnages. Hein. On est sorti même de l'idée de personnage, ce qui pourrait être encore le cas avec vous. Hein. Vous, il y a des personnages, mais c'est finalement pas tellement des personnages non plus. C'est comme des espèces de figures de chorégraphie à un moment T. Mais ni l'un ni l'autre finalement, ni l'une ni l'autre, vous n'êtes dans la représentation d'un personnage. Oui, en effet. Généralement, je cherche des figures assez anonymes, un visage pouvant remplacer un autre, tout en gardant sa singularité. Et donc, j'aime bien cette idée, en fait, que l'individu peut être à la fois n'importe qui et singulier en même temps. Alors, toutes les deux, je crois que vous faites en parallèle de ces images-là un travail de film. Hein oui. Alors vous deviez le montrer, finalement vous ne le montrez pas, mais qu'est-ce qu'il y avait comment vous permutiez du film, de l'image fixe à l'image animée, qu'est-ce que ça a apporté pour vous, l'image animée? Parce que c'était la même chose, c'était des gens dans des soirées. Hein. Oui, j'ai expérimenté la vidéo en infrarouge aussi. En plusieurs parties, une partie où j'ai filmé en fait une foule qui s'imbriquait en dansant.
Et une autre vidéo où en fait, pareil dans un concert en fait, où tout le monde a l'air d'un peu s'ennuyer, une personne, une jeune femme qui a certainement beaucoup bu, danse au milieu de tout le monde et je fais un jeu d'aller-retour en fait, de gros plans sur son visage où je la suis ou pas. Ah, Dorothée, il faut prendre le relais là. Qu'est-ce que je dois dire? Il y a un projet de film, je crois, qui Traum, ça va être des photos, mais ça va être aussi un projet de film. Alors c'est encore plus étendu, puisque donc Traum, idéalement, le projet donc, qui est en cours d'écriture et de tournage en ce moment, ça va être à la fois cette série de photographies qu'ici j'ai introduite comme on va dire un work in progress, c'est les 7 premières images, mais il y en aura une trentaine en tout. Un court-métrage qui sera tourné à la rentrée et qui raconte en fait l'histoire dont je vous ai donné le synopsis, et une installation qui elle va travailler sur l'aspect presque scientifique de cette histoire, et c'est là qu'en vient Catherine Malabou, c'est-à-dire cette philosophe a développé le concept de plasticité destructrice, c'est-à-dire la faculté qu'a l'humain, à la fois la plasticité, c'est la faculté de donner une forme et de recevoir une forme, et généralement quand on parle de neurologie, c'est quelque chose de positif, c'est la faculté d'apprendre, la faculté de se souvenir, etc. Et elle montre qu'il existe une plasticité destructrice qui serait plus liée aux maladies neurologiques, à Alzheimer, etc., où il y a une déconstruction de l'identité qui peut même aller jusqu'à la dissolution totale de l'identité. Donc ce travail-là va plutôt donner lieu à une installation. Et enfin, le travail sur l'explosion du corps dans l'espace va donner lieu à une performance dansée avec un des personnages du film qui fait partie des personnages dans l'exposition, dans les photographies aussi. Dorothée, vous avez fait donc l'école d'Arles il y a quelques années. Est-ce que ça a été, est-ce que c'est quelque chose d'important de faire une école? Est-ce que vous avez l'impression que ça a vraiment été un moment important de votre cheminement? Ou est-ce que finalement vous avez le sentiment qu'en dépit de l'école... Non, c'était assez capital, parce qu'avant j'étais à l'université et j'avais une pratique photographique du dimanche, quoi. Enfin, je faisais de la photographie tout le temps, mais il n'y avait pas du tout de contexte autour de ça. Et le fait d'entrer à Arles m'a permis d'y consacrer tout mon temps, en fait. Sans ça, sans avoir cette disponibilité, en fait, ces 3 années où notre travail, c'est de produire des images, j'aurais jamais eu l'opportunité de développer un travail et encore moins de passer ensuite à d'autres langages que celui de la photographie. Donc c'était totalement indispensable. Au stade où vous en êtes, je m'adresse à vous 3, hein, Sven, Rebecca, Elsa, où vous en êtes, est-ce que vous imaginez tous devenir photographe, ou est-ce que vous apprenez, vous êtes dans une école de photo, vous apprenez la photo, mais on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par l'école de photo d'Arles et qui sont devenus conservateurs du Centre Pompidou pour Clément Chéroux, directeur de musée, enfin, il y a d'autres directeurs de galeries. Donc, au stade où vous en êtes, le rêve, c'est quand même d'être artiste, d'être photographe? Alors, qui veut répondre? C'est pas facile. Oui, dites-moi. Pour l'instant, oui. C'est ce que j'ai envie de faire. Après, je pense que beaucoup de choses peuvent arriver. Et, par exemple, là, j'ai commencé à m'ouvrir à la vidéo et je sais que j'ai envie de m'ouvrir à beaucoup d'autres choses. Et puis, j'ai toujours tendance à suivre ce que j'ai envie de faire. Donc peut-être que ça changera un jour, je sais pas. Oui. Zen, vous pensez que vous allez continuer à la photo? La photo, oui, j'espère, mais peut-être plus largement, pas seulement la photo, parce que je fais pas spécialement que de la photographie, comme elle disait, de la vidéo aussi, ou je sais pas, je me laisse vaguer, mais produire encore des choses, oui, ça c'est le but. Est-ce que vous êtes très attentif à ce qui se passe aussi sur la scène de l'art contemporain? Oui, d'ailleurs, tous les 3. Le reste du travail que je montre aussi là-haut est plus contemporain que photographique. Enfin, sur la scène contemporaine que photographique. Disons que c'est pas de la photographie. Est-ce que dans votre enseignement, il y a des références aux photographes, mais aussi à l'ensemble de l'art contemporain, dans le cursus que vous suivez ou pas? Oui. Oui. Après. Non, je vous pose la question parce que l'expérience a prouvé que j'ai fait plusieurs conférences cette semaine. J'en ai fait une avec une star de l'art contemporain qui s'appelle Tony Oursler. C'était, je crois, mercredi matin.
je pense que c'est celle où il y a eu le moins de monde. Or, j'aurais fait cette conversation à la Documenta de Cassel ou à la Biennale de Venise, ça aurait été l'émeute pour Tony Horsler. C'est vraiment une très très grande star. Donc, et ici, dans le cadre d'un festival photo, voilà, il y avait peut-être 15 personnes. Et donc, ce que j'essaye de comprendre, c'est s'il y a encore une telle scission entre le monde de la photographie et le monde de l'art contemporain, ou si ce sont deux mondes qui commencent quand même un petit peu à se rejoindre, en tous les cas, au moins pour votre génération. Est-ce que vous saviez, par exemple, vous, qui était Tony Horsler, tous les trois? Je ne sais pas. Moi, oui. Oui, je m'en doute. En tout cas, non, à l'école, ils ne brident pas la simple photographie. C'est vraiment ouvert à tout médium possible. Certains font du collage, de la sculpture même, et de la vidéo. De la sculpture qui a toujours un lien peut-être avec l'image parfois aussi. Mais... Ah, oui, d'accord. Et alors, Elsa, on va en arriver à vous. Paolo va arriver dans quelques minutes, me dit Didier. Quand on s'est parlé, Elsa, vous m'avez dit que vous aviez adopté finalement un dialogue informel avec Paolo. Donc vous n'aviez pas choisi une série en particulier, mais un peu sa façon, d'une certaine façon de procéder, sa façon journalistique de procéder. Et donc du coup, vous êtes inscrit à la fois, je dirais, dans la lignée et pas tout à fait finalement. Hein. Vous avez pris vos marques par rapport à lui. Exactement. Ouais. Alors en fait, on n'est pas parti d'une série en particulier de Paolo parce que c'était très géographiquement très délimité, que c'était compliqué de partir en Haïti ou en Iran pour répondre à ces séries. Et on a plutôt pensé de quelle manière on travaillait et les thèmes qui nous étaient communs, parce que c'est un peu ça qui nous a liés, qui sont ceux du territoire, de l'identité, etc. Comment on les exprimait à travers les images et la photographie. Et on s'est plutôt dit que... Enfin, on a un peu... on s'est dit que Paolo travaillait de manière beaucoup plus journalistique sur le long terme, partait avec des journalistes, etc. sur le terrain. Oui, il se documente beaucoup. Ouais. Et moi, je m'interrogeais plutôt sur les images qui définissent un territoire et leur rôle, leur fonction, etc. Et voilà, c'est pour ça qu'on a décidé que j'allais travailler sur un territoire qui serait le territoire d'Arles, parce que je l'avais sous la main. Mais il n'y a rien de plus difficile, d'une certaine façon, que de travailler sur un territoire qui est familier. Exactement. C'est beaucoup plus simple d'aller faire des photos au bout du monde et d'avoir une perception nouvelle que de renouveler son regard sur un territoire qu'on connaît, non? Exactement, c'était justement un gros challenge, parce que je travaille souvent sur l'image des territoires étrangers, la représentation, etc. Et travailler ici, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait et qui était au début très difficile. J'ai mis quelques semaines à trouver comment j'allais faire. Parce qu'au départ, vous vous êtes dit, je vais me balader dans la ville et puis je vais trouver des images à faire, mais c'est pas aussi simple que ça. J'ai essayé et c'est pas du tout simple. J'ai pas réussi. Ouais. Et du coup, je me suis vraiment plus interrogée sur la manière dont j'avais procédé pour mes autres travaux, et c'est vraiment les images qui représentent un territoire qui m'avaient intéressée. Donc j'ai décidé de procéder de la même manière et de chercher, de récolter, de refotographier toutes les images qui représentent, qui définissent Arles et son territoire. De pas aller chercher moi les images, mais de regarder quelles sont ces images qui composent un peu son identité visuelle. D'accord, donc vous avez choisi des images d'archéologie, des images d'archives, des cartes postales, des clichés visuels comme le buste de Jules César, les plumes de flamant rose, etc. Des documents, des graphiques, etc. Donc à partir de ces documents qui sont presque des stéréotypes finalement sur la ville, vous avez vous-même refait un travail de documentation. C'est justement un travail de déconstruction de la documentation, plus ou moins, puisque j'ai décidé vraiment de faire perdre à ces images leur pouvoir informatif sur le territoire, sur Arles, de rappeler qu'elles n'étaient que de simples images, et en les refotographiant, en les recadrant, en les superposant, en créant de nouveaux montages, des collages, j'ai décidé de créer de nouvelles images et de ramener ces images qui avant avaient un pouvoir informatif à un simple... de les ramener à un état de simples images. Oui. Quoi. Mais ce que vous m'aviez dit aussi au téléphone, c'est finalement quand on parle des villes, on parle toujours des villes en termes économiques avec des diagrammes, le produit intérieur brut du pays ou d'une ville, ses recettes, son nombre de population. Donc, mais ces chiffres-là ne reflètent jamais la vérité d'une ville. Et donc là, ce que vous avez essayé, c'est de confronter les deux d'une certaine façon, parce que vous avez incrusté des diagrammes dans vos images. Tout à fait. Mon projet
Donc il y a une double grille de lecture de vos images. Mon projet de départ, c'était vraiment de superposer ces images qui définissent, qui cartographient, qui délimitent et qui chiffrent un territoire, de les superposer au territoire en fait, pour montrer peut-être un décalage. Et finalement, ça s'est plus transformé en... J'ai l'impression que je suis allée peut-être encore plus loin dans l'abstractisation de ces images, donc en les superposant entre elles et pas seulement sur le territoire. Et est-ce que vous avez avancé avec Paolo? Est-ce que vous vous avez rendu compte au fur et à mesure avec Paolo de ce que vous faisiez? Ou pas particulièrement, parce que Paolo, il est souvent loin, hein, il faut bien le reconnaître. Il était beaucoup en voyage ces derniers mois parce qu'il était en train de préparer la grosse exposition Paradis. Et du coup, on a communiqué quelques fois, on s'est rencontrés aussi. Voilà, mais c'était assez rare quand même. Mais voilà. Quelles sont vos grandes références? On a parlé de Bécher tout à l'heure, hein, Sven, mais je ne suis pas sûre que les Bécher soient particulièrement votre référence. Est-ce que vous avez vraiment chacun des référents qui ne sont pas d'ailleurs forcément dans le monde de la photo d'ailleurs, hein, ça peut être dans le monde du cinéma ou de la littérature ou de la peinture, je ne sais pas. Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez me dire un peu de quoi vous vous nourrissez? Moi, dans la photographie, parce que là, c'est ce que j'ai dans la tête en ce moment, j'aime beaucoup Bromberg et Chanarin, qui travaillent sur le pouvoir des images, le pouvoir qu'a la photographie, dans l'histoire coloniale également. Donc j'aime beaucoup ce travail-là. J'aime beaucoup le travail de Taryn Simon, qui travaille aussi sur les tensions politiques que peut provoquer la photographie. Donc ce sont deux de mes influences. Voilà. Moi, j'ai forcément des références photographiques, mais beaucoup littéraires et philosophiques. Et je pense qu'une de mes plus grosses influences, c'est Maurice Blanchot. Et à la fois son œuvre, on va dire, philosophique et son œuvre littéraire, et ce que ça peut interroger justement de la question de la singularité. De la question de l'invisibilité aussi. Il faut rappeler que Maurice Blanchot est un des rares écrivains qui a refusé d'apparaître depuis, je ne sais pas, peut-être 30 ou 40 ans maintenant. Donc il faudrait presque faire des photos en infrarouge de lui pour arriver à voir à quoi il ressemble maintenant. Mais donc Maurice Blanchot, ça c'est quand même quelque chose d'étonnant pour quelqu'un qui est allé vers le monde de la photographie. Parce que effectivement, le monde de la photographie va vers le visible et Maurice Blanchot est vraiment allé vers quelqu'un qui est allé vers l'invisible. Et alors, Sven, vous avez eu le temps de réfléchir, hein, vous allez être les troisièmes. Hormis évidemment la scène allemande, évidemment, mais c'est les artistes, oui. Certains dont je parle, issus de la publicité, comme Kruger, comme la Picture Generation, mais c'est aussi et surtout les choses de la vie quotidienne qui peuvent beaucoup m'inspirer et pas forcément. Voilà, c'est pour ça qu'il y a deux facettes qui m'intéressent. Ça peut être la télévision, la publicité même. Moi, je suis issu de formation de communication visuelle à la base, donc c'est quelque chose qui m'a nourri beaucoup longtemps. Que ça aille des chaînes de télévision en boucle, de la publicité, des médias, tout ça, ça m'inspire aussi beaucoup. Après, dans les artistes, ça peut être des artistes comme les sculpteurs, Wurm, sculpteurs, photographes, voilà, la couleur, Stephen Shore ou d'autres. Voilà. Alors dites-moi un peu dans ce festival, chacun, dites-moi quelle est votre exposition préférée? J'ai pas eu le temps de tout faire encore. Alors, dans ce que vous avez vu, qu'est-ce qui vous a retenu jusqu'à présent? Évidemment, j'ai vu Stephen Shore, qui est toujours agréable de voir en vrai. Pour votre génération, ça reste vraiment une référence? Non, pas spécialement, mais toujours le plaisir. J'ai le livre à la maison, mais toujours un plaisir de, là, pour le coup, les voir en vrai. J'en avais jamais eu l'occasion de voir certains tirages, de voir une série complète en vrai. Après, j'ai beaucoup aimé le Congo aussi, aux ateliers. Voilà. Qui est une photographie plus classique, finalement, très antithétique avec vous. C'est étonnant. Elsa? J'ai absolument rien vu des expositions. J'ai aperçu Congo lors de la soirée d'ouverture et ça a l'air magnifique, mais j'ai rien vu. Oui. Voilà. Oui, il faut vraiment quand même aller voir leur exposition, hein, parce qu'elle est vraiment extrêmement bien conçue et ils se répondent de façon... Alors, par duo, je dois dire qu'il y a eu
j'ai suivi toutes les éditions. Je pense que c'est une des éditions qui est les plus abouties, les plus mûres. Je pense que vraiment, là, de ce point de vue-là, je vous félicite tous. Alors, Paolo, tu nous as rejoint. Elsa a raconté un petit peu comment elle travaille. Comment tu as réagi à son travail quand tu l'as vu et quand vous en avez parlé? Oui, on a discuté avant. Je crois que ce qui était intéressant, c'était que très vite était clair que ce que peut-être intéressait à Elsa de mon travail, c'était pas tellement la forme photographique, le type de langage que utilisé, mais plutôt l'approche. Et un certain type de thèmes sur lesquels j'ai travaillé. Et notamment autour de l'idée de cliché. Cliché comme synonyme de photographie, mais aussi comme idée de quelque chose de figé, de répéter plein de fois, et comment on pouvait trouver des moyens, des façons de sortir de cette espèce de cage qui est souvent imposée dans le langage photographique. Et moi, peut-être, j'approchais cette dilemme, cette problématique dans mon travail en façon plus classique. Et Elsa, on a commencé à discuter sur l'idée du cliché de Arles, d'une ville tellement qui baigne dans une esthétique magnifique, d'une beauté incroyable. C'est quelque chose que je me sens assez sensible parce que moi j'ai grandi dans une ville comme Florence, que aussi c'est un cliché absolu, l'image depuis les Médicis jusqu'à maintenant, c'est une ville qui est reproduite, illustrée, montrée millions de fois. Il y a ça sans doute à Arles, à partir de bustes de Jules César jusqu'à être peut-être le centre mondial de la photo, au moins pour une certaine période de l'année. Donc très imprégné de l'idée de cliché, et elle, ça a voulu travailler sur ça. Et donc peut-être c'était déjà dit, mais c'était pas du tout répondre et faire des photos à la façon d'eux. Bien au contraire, c'était plutôt travailler avec des approches thématiques de fond qui avaient une certaine qui se répondaient, mais avec des résultats très différents du point de vue de langage, qui reflètent aussi mon très vieux âge et son très jeune âge. C'est intéressant ce que tu dis sur Florence, parce que du coup, est-ce que cette discussion que tu as eue à propos d'une certaine façon de la photogénie d'Arles et du fait que Arles est une ville éternellement mise en image, est-ce que si toi tu devais un jour entreprendre un travail sur Florence, du coup, est-ce que cette discussion que tu as eue, ça nourrirait ta propre réflexion sur les images que tu produirais ou comment tu les produirais? Je me rappelle qu'il y a des années, on discutait avec un photographe sur comment photographier Venise. Parce que Venise, c'est encore pire que Florence dans ça. Et on se disait que peut-être il fallait faire toutes les images qu'on n'avait pas envie de faire, toutes les images clichés, pour vider son propre système de ces images. Comme ça, il était fait. On allait faire des photos del Ponte dei Sospiri, de Piazza San Marco, des gondolieri, de tous ce clichés qui sont photographiés des millions de fois par jour, pour simplement les faire sortir. Et après, on allait essayer de regarder différemment. Il y avait Italo Calvino qui racontait dans ses reportages journalistiques il adorait voyager parce que voyager, c'était une espèce de gym pour les yeux. Et il dit, moi, que je suis chez moi, je ne vois plus les choses. Je ne remarque plus les choses. J'habite en région magnifique, qui était de la Ligurie en Italie, et avec une beauté, une lumière incroyable, mais j'ai du mal à les voir. Et quand je vais au Japon, je remarque des choses. Et donc, je pense que c'est très intéressant d'essayer de regarder. Et je pense que c'est un peu ce qu'elle a essayé de faire. Toi, tu es revenu vivre en Italie, là tu es revenu vivre à Florence, mais est-ce que tu vas du coup travailler plus en Italie ou ça n'empêche rien, ça va juste être ta base? Parce que c'est vrai qu'on t'a toujours connu travaillant dans les 4 coins du monde. Oui, mais j'étais jamais, très rarement, des histoires basées géographiquement. C'est pas que j'ai travaillé en Iran parce que je voulais
échappé de Florence, mais il y a quelque chose de spécifique qui m'intéressait bien. Et également, s'il y a une histoire ou quelque chose qui est fort à Florence, que je trouverai, je viens de rentrer, donc encore, je n'ai pas repris... Et alors là, tu es presque neuf sur Florence. J'ai presque neuf sur Florence, et d'ailleurs, je remarque toute une série de choses, et les Florentins, ils ont l'habitude de se plaindre tout le temps de tout, et moi, je trouve tout ça génial, je trouve que tout est très bien à Florence. Oui, après il y a de avoir magnifiques bâtiments, il y a de magnifiques lumières. Après, c'est vrai, je veux dire, quand je me lève les matins et j'ai fait 500 mètres de route pour aller boire mon café, je pense que je suis pris en photo au moins 10 fois par jour par des centaines de touristes qui déambulent dans la ville. J'avais un copain qui était allé à Venise, justement, avec qui on discutait tout à l'heure de comment photographier Venise, et après avoir fait ce vidéosystème, lui avait décidé de faire un travail photo où il avait vu un couple d'anciens japonais très méthodiques qui photographiaient tout à Venise. Et il avait suivi toute la journée, et chaque fois qu'il photographiait, il s'était mis quelque part dans les cadres qu'il avait photographiés. Et donc son travail, c'était à l'époque de l'argentique encore, un jour eux, ils allaient développer toutes leurs photos en Japon, ils regardaient les photos, et chaque fois, il y avait les mêmes messieurs dans toutes les prises de vue. Et donc, c'était son discours sur Venise. Je pense que si jamais je vais faire un travail sur Florence, difficilement je vais faire des photos de Duomo ou des autres choses. Mais je devrais trouver un sujet et un langage adapté. Et je pense que quand Elsa a dû se dire, bon, finalement, et c'était un peu ça qu'on avait discuté quand on s'était vu, Arles, c'est très intéressant parce que c'est inphotographable, c'est tellement beau, c'est tellement typique, c'est tellement le sud et tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire à Arles? Et à partir de ce dilemme, mais toi, tu peux expliquer ça beaucoup mieux que moi, ou peut-être que j'ai fait. Je m'excuse pour les retards avec tout le monde. Il y a une idée, il y a une envie de dire, bah, je trouve quelque chose, je prends les clichés, je prends les numéros, les statistiques et tout ça, et je les retourne, et je les transforme. Est-ce que là, je m'adresse aux deux aînés parce que Dorothée fait quasiment partie de la même génération que les jeunes photographes là, mais vous deux, là, Denis et Paolo, est-ce que vous avez le sentiment que ces nouvelles générations nourrissent une réflexion sur la photographie que vous n'aviez pas au même âge il y a 25 ans? Est-ce que une réflexion sur qu'est-ce que c'est que construire une photographie, qu'est-ce que ça veut dire diffuser une photographie? Ils ont une réflexion théorique ou un savoir sur construire une image, peut-être que vous n'aviez peut-être pas de la même façon. Est-ce qu'on se posait les mêmes questions il y a 25 ans? Je pense que oui. Oui. Je pense que c'est toujours les mêmes questions. Après, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé la façon dont Sven, lui, se nourrit. Je pense qu'il y avait un peu plus, à mon époque, on va dire, l'idée d'une qualité, d'une photographie qui serait une noble et une photographie qui serait plus vulgaire. Ça, tout ça est totalement disparu. Et que il n'y a pas de référence majeure ou mineure désormais. Tout fait image. Et, enfin, c'est ça qui m'a paru le plus frappant en discutant avec Sven. Mais on voit d'ailleurs d'une certaine façon le duo de Paolo avec Elsa, finalement, à une époque, il aurait été impensable qu'un photojournaliste, même si Paolo est un photojournaliste vraiment d'un genre très particulier, mais finalement s'associe avec quelqu'un qui a une démarche beaucoup plus conceptuelle, d'une certaine façon. Ça, c'est des choses qui, avant, se croisaient beaucoup moins, il me semble. Est-ce que toi, tu ressens, Paolo, qu'il y a encore des cloisonnements dans le monde de la photo? Il y a des cloisonnements parce qu'il y a des gens cloisés. Mais je pense que la photographie peut-être plus aujourd'hui perme notre société, notre regard, notre utilisation de la vie de chaque jour à un niveau total. Donc, ce que tu viens de dire, je suis d'accord, mais c'est aussi que voilà, toutes les frontières entre une photographie haute, une photographie basse, une photographie conceptuelle, une photographie classique,
il vient tomber. C'est le discours. C'est des autres paramètres pour moi qui viennent et pour mesurer l'intérêt d'un travail. C'est pas le langage, c'est plutôt la nécessité. Une photo, c'est le nécessaire. Moi, j'ai absolument aucun problème. C'est soit absolument conceptuel, fait en Photoshop, fait en numérique, c'est pas intéressant ça. Ce qui est intéressant, c'est le nécessaire et là quelque chose à dire. Autrement, parce qu'on vit dans une époque où on est submergé de photos dont les 99% sont pas nécessaires. Et donc, soit on fait une réflexion sur ça, soit on s'intéresse à une photo nécessaire. Après. Moi, j'ai fait un certain type de photos, mais honnêtement, j'étais jamais intéressé à la type de photo que j'ai fait, simplement. J'ai été intéressé à la photo comme langage le plus vaste possible. Et je suis sensible souvent à des approches très longtemps que de le mien. Donc, ça s'arrêtait un peu débile que je disais à Elsa, écoute, il faudrait que tu travailles un peu comme j'ai fait moi. Non, mais là, tu reprends des choses. Est-ce que c'est de la photo, ça? Non. Ça, c'est pas intéressant. Bon, je crois qu'on va rester sur ces mots-là. Hein. Il faut faire des œuvres nécessaires. Merci à vous tous. Merci à vous, Nathalie. À Didier de monter pour clore toute cette semaine de conversation qu'on a eue et où on a eu des formidables traducteurs aussi. Donc, je voudrais les remercier. Et Didier, merci aussi, parce que sans Didier, aucune de ces conversations n'aurait lieu. Je voudrais remercier Natacha qui a organisé avec Damien Sausset ces rencontres tout au long de la semaine. Alors, c'est vrai qu'on a le plaisir de travailler ensemble aussi à Paris à la Fondation Henri Cartier-Bresson et c'est un plaisir de poursuivre ici. Vous dire aussi à vous six le plaisir qu'on a eu de faire cette 3e édition des conversations. Et alors, je vous signale que cet hiver, au mois de février, il y aura la rétrospective des 3 conversations, des 3 que nous avons eues à la galerie des Filles du Calvaire. Donc on communiquera les dates un peu plus tard, elles ne sont pas encore fixées, mais ce sera au mois de février. Voilà, on a terminé notre série de rencontres, terminé la semaine. Et je voudrais remercier aussi les équipes d'Olympus qui nous ont permis de faire tout ce travail qui a été fait ici, de remercier Fanny, Pascal et puis bien sûr tous les gens des rencontres d'art. Et à l'année prochaine. Merci, au revoir. Merci.